La pluie martelait le parking d'Orion Motors, transformant les projecteurs en halos blancs flous. Elias Moreau, père célibataire et technicien de maintenance de nuit, aperçut une berline de luxe en panne dans une flat tac. Une femme piégée à l'intérieur. Le garde de sécurité restait planté là, observant « Voiture VIP, personne n'y touche ». Elias s'agenouilla quand même, arracha le panneau, contourna le circuit court-circuité, sauva le système d'une panne totale. Le moteur rugit à nouveau. 5 minutes plus tard, il fut convoqué à l'étage et licencié sur le champ. Cette histoire nous enseigne que l'intégrité professionnelle et le courage moral peuvent parfois nous coûter cher à court terme, mais qu'ils finissent toujours par révéler notre vraie valeur aux yeux de ceux qui comptent vraiment. Elle nous rappelle qu'un geste technique désintéressé peut exposer des corruptions cachées et transformer radicalement notre destin professionnel. Dans un monde corporate où la peur de l'autorité étouffe souvent l'initiative, ce récit prouve que celui qui ose agir selon ses convictions, même au péril de sa sécurité d'emploi, peut devenir l'instrument de la justice et de la vérité. Si vous croyez que l'expertise authentique et l'honnêteté finissent par triompher, fait des manipulations et des abus de pouvoir, cette histoire va vous inspirer. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo, car ce parcours professionnel va redéfinir votre vision du courage au travail. La nuit avait commencé comme toutes les autres. Elias pointa à 22h, ses chaussures de sécurité encore humides de la traversée du parking employé. Orion Motors occupait 3 pâtés de maisons dans le district industriel de Rennes. Chrome et vert s'élevant contre l'horizon breton. L'entreprise construisait des berlines de luxe et des véhicules électriques pour des clients qui mesuraient leur richesse en virgule, pas en zéro. Leur nouveau modèle, l'Orion FEF, était programmé pour son lancement dans 2 semaines. Système de batterie révolutionnaire, temps de charge de 12 minutes. Architecture électrique intégrée, dispositifs de sécurité qui pouvaient prédire les collisions. Le marketing avait imprimé les bannières. Les investisseurs avaient en signé les chèques. La presse automobile l'avait déjà couronné voiture de l'année. Tout reposait sur ce lancement. Cours des actions, primes des dirigeants, l'avenir de l'entreprise. Orion avait tout misé sur l'Orion fait, mais il y avait un problème. Des rumeurs circulaient dans l'ingénierie depuis des mois. Panne électrique aléatoire. Systèmes s'éteignant par temps humides. Rien de catastrophique encore, mais suffisant pour rendre l'équipe de nuit nerveuse. Les techniciens chuchotaient sur des témoins tableaux de bord qui clignotaient. Les ingénieurs parlaient de défaillance, de relais impossibles. L'équipe de jour blâmait l'équipe de nuit. L'équipe de nuit blâmait l'équipe de jour et la direction ne blâmait personne parce que reconnaître le problème signifiait retarder le lancement. Les prototypes vivaient dans une section restreinte du parking, délimitée par des bandes jaunes et des caméras de sécurité. Touchez l'un sans autorisation et vous étiez viré. L'entreprise avait licencié 3 personnes l'année passée pour violation de cette règle. Aucune exception, aucune seconde chance. Elias Moreau avait touché l'un quand même. Il avait 36 ans, maigre et buriné, avec des mains qui connaissaient leur chemin autour d'un moteur. Autrefois, il avait été ingénieur, un bon ingénieur. Il avait travaillé sur les systèmes de freinage et les calculs de charge, publié des articles, formé des ingénieurs juniors. Sa femme Nathalie le taquinait sur son sérieux, sa façon de pouvoir passer 1 heure à expliquer la physique de la friction à des dirigeants qui voulaient en juste savoir si la voiture s'arrêterait. Mais c'était avant le diagnostic, avant la chimio qui ne fonctionnait pas et les traitements expérimentaux qui empiraient tout. Avant les longs mois dans les chambres d'hôpital, tenant sa main, regardant les machines compter le temps qu'il leur restait. Il avait pris un congé, puis un congé sans solde, puis des équipes sporadiques qui devinrent des échéances ratées et des projets incomplets. La rétrogradation était venue avec une lettre type et un salaire réduit. Technicien de maintenance de nuit, à prendre ou à laisser. Il l'avait pris parce qu'il avait une fille à élever et des factures qui n'arrêtaient jamais d'arriver. Son dossier personnel mentionnait encore ses anciennes qualifications, mais personne ne lisait les dossiers personnels. Il voyait juste l'uniforme et l'équipe de nuit et supposait qu'il était où il appartenait. Il vivait avec Mathilde dans un appartement 2 pièces du côté est.
Elle avait 7 ans, brillante et prudente, avec les cheveux noirs de sa mère et l'habitude de son père de réparer les choses cassées. Elle construisait des engins avec du carton et du ruban adhésif, petites machines qui tournaient et cliquaient et la faisaient un sourire. Elle posait des questions sur tout. Comment le grille-pain savait-il quand le pain était grillé? Pourquoi les oiseaux se posaient sur les lignes électriques sans être électrocutés? Pouvait-on construire une voiture qui fonctionnait à la foudre? Chaque soir, avant de se coucher, elle posait une serviette sèche près de la porte d'entrée. Chaque matin, Elias la trouvait là qui l'attendait, un petit rituel né de l'avoir vue rentrer trempée trop de fois. Elle ne disait jamais rien, elle laissait juste la serviette et allait dormir, faisant confiance que son père serait là quand elle se réveillerait. Cette confiance le tuait certains jours. De l'autre côté de la ville, dans un bureau penthouse qui dominait l'eau, Vivienne Beaumont était encore éveillée. Elle avait 38 ans, PDG et actionnaire majoritaire d'Orion Motors, une femme qui avait hérité d'une entreprise et l'avait transformée en empire. Son père, Richard Beaumont, avait construit Orion de rien, avait soudé lui-même le premier châssis dans un garage de Brest. Il était mort il y a 5 ans, laissant Vivienne avec une entreprise, une fortune et un conseil d'administration qui pensait qu'elle avait hérité du titre sans le mériter. Elle leur prouva le contraire en 6 mois, coupa les divisions non rentables, renégocia les contrats fournisseurs, pivot toute l'entreprise vers les véhicules électriques 3 ans avant que la concurrence réalise que le marché changeait. Elle s'habillait de charbon et d'acier, parlait en phrases coupées, et ne faisait confiance à presque personne. Son père avait bâti Orion sur des poignées de main et l'instinct. Vivienne le construisait sur les données et les contrats et la compréhension que la loyauté était une monnaie, pas une vertu. Elle ne s'était jamais mariée, n'avait jamais voulu. Les relations nécessitaient la vulnérabilité, et la vulnérabilité était un handicap dans un monde où chaque conversation était une négociation et chaque sourire cachait un motif. Ce soir, elle testait l'Orion Vie elle-même. Pas de chauffeur, pas d'escorte de sécurité, juste elle et le prototype et la pluie. Elle devait savoir si les rumeurs étaient vraies. S'il y avait un défaut dans le système électrique, elle le trouverait avant le lancement, avant les procès, avant que le conseil puisse l'utiliser comme excuse pour la démettre. Alors elle conduisit la voiture dans le parking de service, coupa le moteur et attendit. La panne arriva vite, témoin du tableau de bord qui clignotait, verrou des portières s'enclenchant. Tout le système se figea, la piégeant dans un véhicule qui venait juste de devenir une cage très chère. Elle resta calme. Paniquer n'aiderait pas. Appeler à l'aide alerterait les mauvaises personnes. Elle s'assit dans l'obscurité, la pluie tambourinant sur le toit, et pensa à qui pourrait vouloir qu'elle échoue. Clinton Morvan était en haut de cette liste. Il était le directeur des opérations, 10 ans son aîné, avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Il gérait les opérations quotidiennes, gérait les fournisseurs, contrôlait le flux d'informations. Il voulait son poste, plus que ça, il voulait l'entreprise. Si l'Orion FAF échouait, le conseil blâmerait Vivienne. Si Vivienne tombait, Clinton monterait. C'était des mathématiques simples. Et puis Elias Moreau apparut. Il faisait ses rondes, vérifiant le périmètre quand il entendit le claquement électrique. C'était subtil, le genre de son que la plupart des gens rateraient. Mais Elias avait écouté des moteurs tomber en panne pendant 15 ans. Il vit la berline, vit l'eau s'accumuler près du dessous de caisse, vit la femme à l'intérieur assise parfaitement immobile. Le garde, Ronnie Blanc, se tenait prêt, bras croisés. « C'est un prototype », dit Ronnie. « Tu y touches, t'es viré. »« Il y a de l'eau qui pénètre dans le système électrique, » répondit Elias. « Si ça court-circuite, ça peut prendre feu. » Ronnie regarda la voiture, puis Elias, puis la voiture. C'était un homme bien, mais il avait 3 enfants et une hypothèque. Il secoua la tête et recula. Elias s'agenouilla dans la pluie. Il sortit un outil de poche de sa ceinture, un multi-outil compact qu'il portait depuis ses jours d'ingénierie, et força l'ouverture du panneau d'accès sous la portière conducteur. L'eau s'était accumulée dans le renfoncement, transformant le compartiment électronique en étang peu profond. La carte de circuit était exposée, gouttelettes s'accrochant au contact comme de la rosée sur une toile d'araignée.
Il pouvait voir le problème immédiatement. Un boîtier de relais s'était fissuré, permettant à l'humidité de faire le pont sur la connexion. Le système s'était court-circuité, essayant de maintenir la tension sur un circuit qui n'existait plus. Il sortit sa lampe de poche et examina les dégâts de plus près. Le boîtier n'aurait pas dû se fissurer. C'était du polycarbonate de qualité industrielle conçu pour les extrêmes de température et la résistance au choc. Mais celui-ci paraissait fragile, presque bon marché. Il le toucha du bout du doigt et un morceau s'écailla. Mauvais matériau. Quelqu'un l'avait remplacé par quelque chose qui paraissait bien, mais fonctionnait mal. Il trouva une gaine plastique dans sa trousse, du genre utilisé pour l'isolation temporaire de câbles, et enveloppa la section vulnérable. Puis il contourna complètement le relais défaillant, routant l'alimentation par un circuit redondant que les ingénieurs originaux avaient intégré dans le système comme fail-safe. Ce n'était pas élégant, ce n'était pas permanent, mais ça fonctionnerait assez longtemps pour sortir la voiture de la pluie et l'amener dans une baie de service appropriée. Le moteur démarra, les témoins du tableau de bord s'allumèrent, les verrous se désengagèrent avec un clic doux. Elias se leva, l'eau ruisselant sur son visage, et regarda à travers le pare-brise. La femme à l'intérieur croisa son regard. Elle ne le remercia pas. Elle ne sourit pas. Elle le regarda juste avec une expression qu'il ne pouvait pas lire, comme si elle mémorisait son visage pour un but qu'il ne comprenait pas encore. Puis elle mit la voiture en marche et s'éloigna, feux arrière disparaissant dans la pluie. Elias resta là sous la pluie, tenant un petit morceau de blindage qui était tombé pendant la réparation. C'était la mauvaise taille, le mauvais matériau. Quelqu'un avait remplacé une pièce d'usine par un composant aftermarket, quelque chose de bon marché et mal installé. Il l'empocha et retourna vers le bâtiment de maintenance, l'eau clapotant dedans ses bottes. Sa radio grésilla. « Morrow, rapportez-vous à la sécurité. » Maintenant, le bureau était petit et sans fenêtre, éclairé par un fluorescent vacillant qui rendait tout le monde malade. Clinton Morvan était là avec Bernadette Lelong des ressources humaines et Ronnie, qui ne voulait pas croiser le regard d'Elias. Le directeur des opérations se tenait les mains dans les poches, détendu et souriant. « Savez-vous que ce que vous venez de faire ?» demanda Clinton. « J'ai empêché un incendie potentiel, dit Elias. Vous avez trafiqué un véhicule restreint sans autorisation. Vous avez violé les protocoles de sécurité. Vous avez exposé l'entreprise à des responsabilités. » Clinton se tourna vers Bernadette. « Annulez sa carte d'accès. » Elias sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. Il y avait quelqu'un à l'intérieur. « Ce n'est pas votre préoccupation. Votre travail est de suivre la procédure. Vous avez échoué. » Le sourire de Clinton s'élargit. « Signez le formulaire de démission volontaire. Facilitez les choses. » « Je ne signerai pas. Alors nous vous licencierons pour motif valable. De toute façon, c'est fini. » Bernadette fit glisser un document sur la table. Elias ne le toucha pas. Il regarda Ronnie qui fixait le sol. Il regarda Clinton qui le regardait avec l'expression d'un homme qui avait déjà gagné. Puis il se leva, posa sa carte d'accès sur la table et sortit sous la pluie. L'appartement était sombre quand il rentra. Mathilde dormait, son petit corps recroquevillé sous une couverture couverte d'étoiles, une couverture que Nathalie avait cousue à la main dans le dernier bon mois. Elias se tenait dans l'embrasure, la regardant respirer, et sentit le poids de la nuit s'installer sur ses épaules. Il avait fait ce qu'il fallait. Il en était certain. Il avait empêché un incendie, peut-être sauvé une vie. Mais la certitude ne payait pas le loyer. Elle n'achetait ni médicaments ni courses et ne gardait pas les lumières allumées. Il s'assit à la table de cuisine et sortit son téléphone. Solde bancaire, 943 €. Le loyer était dû dans 12 jours, 1400 €. La prescription d'inhalateur de Mathilde, 168 € sans assurance. Les frais de cantine scolaire, 37 €. Puis la facture électrique, la facture d'eau, Internet pour les devoirs, l'épicerie. Il additionna les chiffres 3 fois. Ils avaient en 3 semaines avant que l'argent s'épuise. 4 semaines avant l'avis d'expulsion. Dans le salon, il trouva la vieille boîte en carton où il gardait son passé.
Certificat d'ingénierie, diplôme, lettre de félicitations, une photo encadrée de la conférence de sécurité à Nantes, où il avait présenté un article sur la redondance des systèmes de freinage. Nathalie se tenait à côté de lui sur la photo, radieuse dans une robe verte, si fière de lui que ça faisait mal de regarder son visage. C'était il y a 8 ans, une vie différente. Il avait été bon autrefois. Il avait construit des systèmes qui sauvaient des vies. Il avait formé des ingénieurs qui concevaient des véhicules meilleurs et plus sûrs. Et maintenant, il était au chômage, assis dans le noir à 3 heures du matin, tenant un certificat qui ne signifiait rien parce que personne ne se souciait de ce que vous aviez été. Il remit les certificats dans la boîte et ferma le couvercle. Puis il sortit son ordinateur portable et commença à chercher du travail. Poste de maintenance dans des entrepôts, sécurité de nuit dans des immeubles de bureaux, n'importe quoi avec un chèque de paye et des avantages sociaux. Chaque candidature demandait la raison du départ du dernier poste. Il tapa des variations de licencié et mis à pied, regardant chacune transformer son CV de possibilités en handicap. À l'aube, il avait soumis 17 candidatures. Il s'attendait à 0 réponse. Mathilde se réveilla à 6h30. Elle le trouva encore à la table, les certificats étalés comme une main de cartes. Elle grimpa sur la chaise à côté de lui et lui tendit la serviette qu'elle laissait toujours près de la porte. « Tu es mouillé, dit-elle. J'ai oublié de me sécher. » « Tu vas au travail aujourd'hui ?» Eliès plia la serviette et la mit de côté. « Non, j'ai congé. »« Bien. Alors tu peux m'emmener à l'école. » Elle sourit et il sourit en retour, et le mensonge resta entre eux comme une pierre. De l'autre côté de la ville, Vivienne Beaumont était assise dans son bureau et lisait le rapport d'incident. Clinton l'avait déposé dans l'heure suivant l'événement, son langage soigné et précis. Un ouvrier de maintenance avait accédé à un véhicule restreint sans autorisation. La situation avait été maîtrisée. Une action disciplinaire avait été prise. Aucune mention de la femme dans la voiture. Aucune mention de la panne électrique. Juste un problème résolu et classé. Vivienne décrocha son téléphone et appela le bureau de sécurité. « J'étais dans le prototype hier soir. Il y avait quelqu'un d'autre. Il y eut une pause. Je n'ai pas cette information. Trouvez-la. » Elle raccrocha et sortit le dossier employé d'Eliès Moreau, ancien ingénieur en mécanique, embauché il y a 8 ans, transféré à la maintenance il y a 3 ans après un congé médical prolongé. Multiples félicitations pour résolution de problèmes. Aucun dossier disciplinaire. Licencié la nuit dernière pour accès non autorisé à la propriété de l'entreprise. Quelque chose clochait. Clinton avait agi trop vite. Les papiers de licenciement avaient été traités avant l'aube. Le dossier scellé et archivé, ce n'était pas la procédure standard, c'était quelqu'un qui couvrait ses traces. Vivienne ouvrit le tiroir de son bureau et sortit un petit appareil, un enregistreur portable qu'elle avait installé dans le prototype 2 semaines auparavant. Elle soupçonnait un sabotage, elle voulait des preuves. Elle le brancha sur son ordinateur portable et écouta. L'enregistrement était sombre et plein de parasites, mais les voix étaient claires. Eliès expliquant le problème, Ronnie l'avertissant de ne pas toucher la voiture, le bruit d'outils et de pluie et le moteur qui redémarrait. Et en dessous, un horodatage qui prouvait que la voiture était tombée en panne toute seule, pas à cause de quoi que ce soit qu'Eliès avait fait. Vivienne se cala dans sa chaise et fixa le plafond. Si Clinton était prêt à virer un employé compétent pour enterrer un défaut produit, alors le problème était plus gros qu'une voiture. C'était systémique, et si elle agissait contre lui sans preuve, il détruirait les preuves et la blâmerait pour le chaos. Elle avait besoin d'Eliès Moreau, et elle avait besoin qu'il soit vivant et assez en colère pour riposter. Eliès passa la matinée à postuler pour des emplois en ligne. Poste de maintenance, travail d'entrepôt, n'importe quoi avec un salaire régulier et des avantages. Chaque candidature posait la même question. Raison du départ du dernier poste. Il tapa licencié pour violation de sécurité et regarda ses chances s'évaporer. À midi, Mathilde rentra de l'école. Elle laissa tomber son sac à dos près de la porte et grimpa sur le canapé à côté de lui. « Tu as trouvé un nouveau travail? »« Pas encore. » « C'est pas grave, tu es vraiment bon pour réparer les choses. Quelqu'un te voudra. »
Il la serra contre lui et embrassa le sommet de sa tête. Elle sentait les crayons de couleur et le shampoing comme les petites pièces fragiles du monde qui avaient encore du sens. L'avis de loyer était sur le comptoir. L'ordonnance d'inhalateur était à côté. Dans 2 semaines, il serait à court d'argent. Dans 3, il serait à court de temps. On frappa à la porte. Elias ouvrit pour trouver une femme debout dans le couloir tenant un parapluie noir. Elle était habillée d'un tailleur gris, ses cheveux tirés en arrière, son expression illisible. Il lui fallut un moment pour la replacer. La femme de la voiture. « Elias Moreau ?» demanda-t-elle. « Oui, je suis Vivienne Beaumont. » Mathilde apparut derrière lui, curieuse. « Vous êtes la dame qui était coincée dans la voiture ?» Vivienne regarda la fillette, puis Elias. « Puis-je entrer ?» Ils s'assirent à la table de cuisine. Mathilde apporta une serviette à Vivienne sans qu'on le lui demande, de la même façon qu'elle en apportait une à son père chaque soir. Vivienne la prit, surprise, et la posa soigneusement sur la table. Elias s'appuya contre le comptoir, bras croisés, attendant. « Vous avez sauvé ma vie hier soir, » dit Vivienne. « J'ai fait mon travail, et vous avez été licencié pour ça. » « Oui ?» Vivienne fouilla dans son sac et sortit le petit morceau de blindage qu'Elias avait empoché. Elle le posa sur la table entre eux. « Vous avez gardé ça. Pourquoi? » « Parce qu'il n'appartient pas à cette voiture. Quelqu'un a remplacé une pièce d'usine par un composant aftermarket bon marché. Ce n'est pas un accident. » « Non, ce n'en est pas un. » Vivienne joignit les mains. « L'Orion V a un défaut de conception. Le système électrique est vulnérable à l'intrusion d'eau, mais ce qui s'est passé hier soir n'était pas un défaut. C'était du sabotage. Quelqu'un crée des pannes pour faire paraître le lancement catastrophique. » Clinton Morvan. « Je le crois, mais je ne peux pas le prouver. »« Pas encore. » Elle le regarda, son expression aiguë. « J'ai besoin de votre aide. 48 heures. Vous examinez les prototypes, documentez le sabotage, témoignez devant le conseil. En retour, je vous paye comme consultant indépendant et efface votre dossier. » Elias secoua la tête. « J'ai une fille, je ne peux pas me permettre de me faire des ennemis. »« Vous avez déjà des ennemis. Clinton s'assurera que vous ne travailliez plus jamais dans cette industrie, à moins que vous ne ripostiez. » Mathilde tira la manche de son père. « Papa, tu devrais l'aider. Les méchantes personnes ne devraient pas gagner. » Vivienne sourit. C'était petit et bref, mais c'était réel. Elias regarda sa fille, puis la femme assise à sa table, puis l'avis de loyer sur le comptoir. Il pensa à faire ce qu'il fallait et faire ce qui était sûr et réalisa qu'ils avaient cessé d'être la même chose il y a longtemps. « 48 heures, » dit-il. Le lendemain matin, Elias retourna chez Orion Motors avec un badge visiteur et un appareil photo. Vivienne avait organisé l'accès au centre d'essai, un entrepôt converti au bord de la propriété. À l'intérieur, 3 prototypes Orion FAF étaient assis sous des éclairages fluorescents, leurs capots ouverts, leurs systèmes exposés. Elias commença par les schémas électriques. Les spécifications d'usine demandaient des couvercles de relais isolés et des boîtes de jonction étanches. Ce qu'il trouva, ce furent des connexions lâches, des câblages exposés et des composants qui ressemblaient à ceux installés par quelqu'un qui était pressé. Il photographia tout, numéro de série, estampillés de pièces et CIS, dates d'installation qui ne correspondaient pas aux journaux de maintenance. À midi, il avait des preuves non seulement de travail bâclé, mais de sabotage délibéré. Quelqu'un avait systématiquement affaibli les systèmes électriques des 3 prototypes. Quelqu'un qui avait accès au centre. Quelqu'un qui savait exactement où couper les coins sans déclencher une panne immédiate. Il trouva Vivienne dans son bureau, debout à la fenêtre regardant la pluie. Elle se tourna quand il entra et il lui tendit l'appareil photo. « C'est pire que vous pensiez, » dit-il. « Les 3 prototypes ont été compromis. Si l'un d'eux avait été lancé, des gens seraient morts. » Vivienne parcourut les photos, son expression devenant plus froide à chaque image. Clinton pousse pour un lancement anticipé. Il veut l'Orion Faster sur la route avant la réunion du conseil la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que si le lancement réussit, il obtient une promotion et un siège au conseil. Si ça échoue après le lancement, je prends le blâme et il prend mon travail.
Elle posa l'appareil photo. On doit l'arrêter, publiquement, devant le conseil. Elias hésita. Si vous l'accusez sans preuve absolue, il nous enterrera tous les deux. Alors on obtient une preuve absolue. Elle sortit son téléphone et passa un appel. Ronnie, c'est Vivienne Beaumont. J'ai besoin de vous dans mon bureau. Maintenant. Ronnie Blanc arriva 20 minutes plus tard, toujours en uniforme de sécurité, ressemblant à un homme marchant vers sa propre exécution. Vivienne désigna une chaise. Il s'assit. « Vous étiez là la nuit où Elias Moreau a été licencié, dit-elle. »« Oui, madame. »« Dites-moi ce qui s'est passé. » Ronnie déglutit. « On m'avait dit de ne laisser personne approcher des prototypes. Quand M. Moreau s'est approché de la voiture, je l'ai averti, mais il a dit qu'il y avait un risque de sécurité. Il l'a réparé quand même. Et puis, M. Morvan m'a appelé dans son bureau. Il m'a fait signer une déclaration disant que M. Moreau avait violé le protocole. Il a dit que si je ne signais pas, je serais licencié pour avoir échoué à l'arrêter. Avez-vous vu quelqu'un d'autre près des prototypes cette nuit-là? Avant qu'Elias arrive. Ronnie regarda ses mains, sa voix baissa. Oui, madame, environ 1 heure avant, quelqu'un était dans la zone restreinte avec un sac d'outils. J'ai pensé qu'ils avaient l'autorisation, alors je ne les ai pas arrêtés. Qui c'était? Je ne sais pas, les caméras étaient en panne. Vivienne se pencha en avant, en panne depuis 3 semaines, et personne ne l'a signalé. Monsieur Morvan a dit que c'était de la maintenance programmée. Elias sentit les pièces s'assembler. Caméra désactivée, accès non autorisé, composants échangés sous couvert de maintenance routinière. Clinton n'avait pas seulement saboté les voitures, il avait construit un système pour s'assurer que personne ne puisse le prouver. « Vous allez témoigner, dit Vivienne à Ronnie, à la réunion du conseil. Vous allez leur dire tout ce que vous venez de me dire. » Ronnie pâlit. « Madame, si je fais ça, je perdrai mon travail. Si vous ne le faites pas, quelqu'un perdra la vie. Qu'est-ce qui compte le plus? » Ronnie regarda Elias, puis Vivienne. Il prit une respiration. « Je témoignerai. » La réunion du conseil était programmée pour vendredi matin. Vivienne passa 2 jours à préparer son dossier, assemblant documents et photographies et témoignages en une présentation qui ne laissait aucune place au doute. Elias passa ces mêmes 2 jours à la maison avec Mathilde, regardant l'horloge et se demandant si faire ce qu'il fallait était sur le point de ruiner sa vie encore une fois. Jeudi soir, Mathilde lui demanda où il allait le lendemain. « Je dois aller à une réunion, dit-il. C'est effrayant? Un peu. Ça ira? » Il s'agenouilla pour être à son niveau. « Ça ira, je te le promets. » Elle entoura ses bras autour de son cou. « Tu es le meilleur papa, même quand c'est difficile. » Il la serra, mémorisant son poids et le son de sa respiration, et pensa à toutes les choses qu'il voulait dire. Mais les mots étaient trop gros, et elle était trop jeune. Alors il y embrassa juste son front et lui dit qu'il l'aimait. La salle de conseil était au dernier étage. Murs de verre donnant sur la ville, une longue table d'acajou entourée d'hommes et femmes en costume cher qui prenaient des décisions qui bougeaient les marchés. Clinton Morvan était assis à un bout, confiant et composé. Vivienne était assise à l'autre, un ordinateur portable ouvert. Elias se tenait près de la porte à côté de Ronnie Blanc, tous deux conscients qu'ils étaient les mauvaises personnes dans la mauvaise pièce. Le président, Gerald Thornton, ouvrit la séance. 72 ans, vétéran de 4 décennies dans la fabrication automobile. Nous sommes ici pour discuter du calendrier de lancement de l'Orion 20 M. Morvan. Vous avez demandé un calendrier accéléré. Veuillez présenter votre dossier. Clinton se leva, boutonnant sa veste. Il sourit à l'assistance. « Merci, Monsieur le Président. L'Orion Phi représente l'avenir de cette entreprise. Nous avons investi 87 millions d'euros en développement. Nous avons des précommandes de concessionnaires dans 32 départements. Nos concurrents ont 6 mois de retard. Si nous lançons maintenant, nous possédons le marché. Si nous retardons, nous perdons tout. » Il cliqua à travers une présentation, projection de vente, analyse de marché, témoignage client. Chaque jour d'attente nous coûte 200 000 euros. Je propose d'avancer la date de lancement d'1 semaine. Murmure autour de la table, tête qui hoche. Ah, la logique
était solide. « Beaumont » demanda Gérard. « Vos pensées » Vivienne se leva. Elle ne sourit pas. L'Orion V n'est pas prêt au lancement. Il a un défaut de sécurité critique dans le système électrique, et l'homme responsable de dissimuler ce défaut est assis à cette étable. Silence. Le genre qui suit un coup de feu. Le sourire de Clinton ne vacilla pas. C'est une accusation très sérieuse, Vivienne. C'est un crime très sérieux, Clinton. Vivienne ouvrit son ordinateur portable et le connecta à l'écran. Au cours des 3 derniers mois, quelqu'un a systématiquement saboté les prototypes de l'Orion 5. Il a désactivé les caméras de sécurité. Il a remplacé des composants certifiés d'usine par des pièces aftermarket bon marché. Il a créé des conditions qui garantiraient des pannes catastrophiques après le lancement. Elle sortit la première photographie, carte de circuit, câblage exposé, isolation dénudée. Ces images ont été prises il y a 3 jours par Elias Moreau, un ancien ingénieur en mécanique, qui a été licencié pour avoir réparé un de ses véhicules quand il est tombé en panne sous la pluie. Monsieur Moreau, veuillez expliquer ce que vous avez trouvé. Elias avança. Les 3 prototypes ont des systèmes électriques compromis. Les boîtières de relais sont faites de matériaux de qualité inférieure qui se fissurent sous le stress thermique. Les boîtes de jonction ne sont pas correctement étanches. L'isolation des câbles a été délibérément affaiblie. N'importe lequel de ces véhicules pourrait subir une panne électrique totale par temps humide. Ça signifie pas de direction assistée, pas de frein, pas de lumière. À vitesse d'autoroute, c'est un arrêt de mort. Patricia Chen, membre du conseil, se pencha en avant. Comment pouvez-vous être certain que c'est du sabotage et non un défaut de conception? Parce que j'ai examiné les spécifications originales. Les pièces d'usine sont classées pour des conditions extrêmes. Ce que j'ai trouvé passerait à peine l'inspection pour une voiturette de golf. Quelqu'un les a échangées. Quelqu'un qui avait accès. Clinton se leva. C'est absurde. Monsieur Moreau a été licencié pour violation des protocoles de sécurité. Il a forcé l'entrée dans une zone restreinte. Maintenant, il essaie de discréditer cette entreprise parce qu'il est en colère. C'est de la vengeance, pas des preuves. Alors expliquez les caméras de sécurité, dit Vivienne. Vous avez autorisé un arrêt d'urgence de tous les systèmes de caméras dans la zone de test des prototypes pendant 3 semaines, sans bon de travail, sans supervision ni documentation. Les caméras étaient mises à niveau, procédure standard. Pendant 3 semaines, Vivienne sortit un autre document. J'ai consulté les journaux informatiques. Il n'y avait pas de maintenance programmée des caméras, pas de matériel de remplacement commandé, pas de technicien assigné. Vous avez fermé ces caméras en utilisant un override exécutif le même jour que la première panne de composants a été signalée. Gérard fronça les sourcils. Monsieur Morvan, avez-vous autorisé l'arrêt des caméras? Je l'ai fait pour des raisons de sécurité. Il y avait eu des rapports de personnel non autorisés. En éteignant les caméras, demanda Patricia, ça n'a aucun sens. Alors où est le bon de travail? Demanda Vivienne. Où est la facture? Où est le rapport d'installation? Chambres vides, aucune documentation. Il n'y a aucun enregistrement de mise à niveau des caméras. Vous les avez éteintes pour pouvoir saboter les véhicules sans être enregistrés. La mâchoire de Clinton se serra. Vous cherchez n'importe quoi. Vraiment? Elle se tourna vers Ronnie. Monsieur Blanc, vous étiez de service la soirée précédant la première panne de prototype. Veuillez dire au conseil ce dont vous avez été témoin. Ronnie s'avança, tremblant légèrement. J'ai vu quelqu'un dans la zone restreinte vers 2h15 du matin. Il avait un sac d'outils et travaillait sous un des prototypes. J'ai supposé qu'il avait l'autorisation. Les caméras étaient en panne. Avez-vous signalé ceci? Demanda Gérard. Oui, monsieur. J'ai déposé un rapport avec monsieur Morvan le lendemain matin. Et qu'est-ce que monsieur Morvan vous a dit? Il m'a dit que la personne était un technicien autorisé travaillant sur un projet confidentiel. Il m'a dit de n'en parler à personne. Il a dit que c'était de l'information corporate sensible. Avez-vous une copie de ce rapport? Je l'avais, mais il a été supprimé du système 2 jours plus tard. Monsieur Morvan a dit qu'il avait été déposé par erreur. La salle explosa. Gérard frappa la table pour rétablir l'ordre. « Assez, dit Gérard.
Madame Beaumont, avez-vous des preuves supplémentaires? J'en ai. Vivienne sortit des documents financiers. Transactions surlignées, virements. Au cours des 6 derniers mois, Clinton a reçu des paiements de Next Wave Automotive. Petite somme, 50 000 ici, 75 000 là, enterrés dans les honoraires de consultants. Next Wave appartient à notre plus gros concurrent. Le même concurrent qui bénéficierait le plus si le lancement de l'Orion Fay échouait spectaculairement. Clinton frappa la table de sa main. C'est du travail de conseil privilégié, complètement légal. Vous avez conseillé notre concurrent, dit Vivienne. Le même concurrent dont l'équipe de vente dit au concessionnaire que l'Orion Vase a des problèmes électriques. Vous n'avez pas seulement saboté nos véhicules, Clinton, vous nous avez vendus. Patricia Chen regarda Clinton avec dégoût. Gerard Thornton ferma son dossier et joignit les mains. Monsieur Morvan, je pense que vous devriez partir. C'est une chasse aux sorcières, dit Clinton. Vous n'avez aucune preuve. J'ai des photographies, j'ai des journaux de maintenance, j'ai des dossiers financiers, j'ai des témoignages. Et j'ai ceci. Vivienne sortit un petit enregistreur audio et le posa sur la table. C'est un enregistrement du prototype qui est tombé en panne la nuit où M. Moreau a été licencié. Il a capturé quelqu'un accédant au véhicule quand aucun personnel autorisé n'était programmé pour être là. Elle appuya sur lecture. Parasite, pluie, pas, métal raclant, une voix étouffée. J'ai fait analyser cet enregistrement par un spécialiste audio-judiciaire. La voix est la vôtre, Clinton. Vous étiez là, vous avez saboté cette voiture. Et quand M. Moreau l'a réparé et exposé votre plan, vous l'avez licencié pour couvrir vos traces. La voix de Gérard était froide. Sécurité, veuillez escorter M. Morvan hors du bâtiment. À partir de ce moment, il est suspendu en attendant une enquête complète. Lundi, Clinton Morvan était parti. Pas seulement licencié, enquêté. L'équipe légale de l'entreprise avait retourné chaque document, chaque email, chaque journal d'accès. Ils trouvèrent des preuves de trucage d'appels d'offres, rapports de sécurité falsifiés, paiements à des fournisseurs qui livraient des pièces de qualité inférieure. Le sabotage de l'Orion FAF n'était que le début. Clinton avait saigné l'entreprise pendant des années, cachant les dégâts derrière de la paperasserie et de l'intimidation. Vivienne se tenait dans l'installation de production principale, s'adressant à toute l'entreprise. Nous avons échoué, non parce que nos produits étaient défectueux, mais parce que notre culture a permis à quelqu'un de prioriser le gain personnel sur la sécurité. Ça se termine aujourd'hui. À compter d'aujourd'hui, nous implémentons un système de signalement de sécurité anonyme. N'importe quel employé peut signaler une préoccupation sans crainte de représailles. Nous établissons aussi un fonds de protection des lanceurs d'alerte et un conseil de révision de sécurité indépendant. Elle marqua une pause, regardant la foule. Et nous établissons la bourse mémoriale Nathalie Moreau, nommée d'après la femme qui devrait encore être ici. Elle soutiendra les enfants d'employés poursuivant des carrières en ingénierie et sécurité. Parce que les gens qui construisent ces voitures comptent autant que les voitures elles-mêmes. Eliès se tenait au fond de la salle, écoutant. Le nom de Nathalie prononcé à voix haute dans un endroit qui avait essayé de l'effacer. Ce n'était pas la justice. La justice l'aurait ramené, mais c'était une reconnaissance. C'était de la mémoire qui prenait du poids. Après la réunion, Vivienne le trouva dans le couloir. Le conseil vous a réintégré. Salaire complet rétroactif, avantage complet et un nouveau poste, ingénieur sécurité senior, si vous le voulez. Je le veux. Bien, pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de travail à faire. Ils marchèrent ensemble dans l'installation, passant les chaînes d'assemblage et les baies d'essai et le parking restreint où les prototypes Orion FAV étaient toujours assis, attendant. La pluie s'était arrêtée, le ciel s'éclaircissait, et pour la première fois depuis des années, Eliès sentit qu'il pouvait respirer. 3 semaines plus tard, un mardi matin, Vivienne Beaumont entra dans l'école primaire de Mathilde Moreau. Elle était là pour la journée des carrières, ajout de dernière minute au programme. Elle se tint devant 27 élèves de CE1 et parla de construction d'automobiles et de résolution de problèmes, et pourquoi c'était important de faire ce qui était juste même quand c'était difficile. Mathilde était assise au premier rang, rayonnante. Après la présentation,
Vivienne s'agenouilla à côté d'elle. « Ton papa est un homme bien. »« Je sais, » dit Mathilde, « il répare les choses même quand personne ne regarde. C'est le meilleur genre de personne. » Ce soir-là, Eliès récupéra Mathilde à l'école et ils rentrèrent ensemble à pied, sa petite main dans la sienne. Le loyer était payé, l'inhalateur était renouvelé, le compte cantine était à jour. Ils s'arrêtèrent au parc et elle courut au balançoire, son rire perçant l'air du soir. Eliès se tint là et regarda, les mains dans les poches, le cœur plein. La pluie revint, légère et douce, lavant la ville. Et pour la première fois depuis longtemps, la pluie ressemblait à un commencement plutôt qu'à une fin. 6 mois plus tard, l'Orion Pfaff était enfin lancé. Et pas la version sabotée, mais une version entièrement redessinée, testée au-delà de toutes les spécifications de sécurité. Elle gagna le prix de la voiture de l'année européenne. Mais plus important pour Eliès, elle était sûre. Chaque système avait une redondance. Chaque composant était testé dans des conditions extrêmes. Et dans le manuel du propriétaire, sur la page des remerciements, était inscrit « Dédié à tous ceux qui choisissent de faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde ». Eliès encadra cette page et l'accrocha dans son nouveau bureau, à côté de la photo de Nathalie et du dessin que Mathilde avait fait d'eux trois, maman, papa et elle, souriant sous un arc-en-ciel après la pluie. Cette histoire nous enseigne que l'intégrité professionnelle et le courage moral sont les fondements d'une société juste, même quand il nous coûte cher à court terme. Elle nous rappelle que celui qui ose défier l'autorité corrompue pour protéger la sécurité publique devient souvent l'instrument de la vérité et de la justice. Eliès n'était qu'un technicien de maintenance avec une expertise cachée, mais son refus de fermer les yeux sur le danger a exposé une corruption systémique qui mettait des vies en péril. Vivienne était une PDG isolée dans sa tour d'ivoire, mais elle a su reconnaître la valeur authentique et transformer un employé licencié en allié précieux pour sauver son entreprise. Ensemble, ils ont prouvé qu'une équipe unie par des valeurs communes peut triompher des manipulations les plus sophistiquées et créer un environnement de travail plus sûr pour tous. Leur parcours nous rappelle que dans le monde corporate, les vrais héros sont souvent ceux qui risquent leur sécurité personnelle pour défendre des principes plus grands qu'eux-mêmes. Si cette histoire vous a inspiré, si elle vous a rappelé que l'expertise technique couplée à l'honnêteté peut changer le cours des événements, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de courage dans sa vie professionnelle et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui célèbrent le triomphe de l'intégrité sur la corruption.